Bonjour à tous et bienvenue à la conférence AppSci-Cyborg, explorer les nouveautés Sage FRP 1000 V11, Release 2 et perspectives 2025. Nous allons passer une petite heure ensemble. Cette session sera animée par Gwendoline Benadji, chef de projet avant-vente, et Victor Marquez, responsable de marché et développement. Tout au long de cette session, vous pourrez nous poser vos questions dans la zone de chat située à droite de votre écran. Nous y reviendrons en fin de conférence. Je laisse maintenant la parole à Gwendoline et Victor pour la suite de ce webinaire. Bonjour à tous, bienvenue dans cette conférence web donc consacrée à la version 11. Donc on sera accompagné de Gwendoline pour la partie produit et sur certains éléments pardon, de la version 11. Donc notre agenda pour cette session, c'est qu'on va faire un bref passage en fait sur la partie AppSci-Cyborg et l'agenda. On verra dans un premier temps les nouveautés V11. On reviendra sur les sorties de la version R1 et R2 et on vous expliquera pourquoi maintenant on parle de R1 et R2. On fera un focus sur la modernisation en fait des états financiers, qui est un sujet important, qui est le changement du plan comptable, à travers une illustration des nouveautés de cette version 11, Release 2. On fera un focus alors sur la partie réforme de la facture électronique. C'est important de se mettre en perspective, de voir un petit peu les évolutions, de savoir aussi quelle est la réponse de Sage aux enjeux de la réforme de la facture électronique. Et on finira, on va dire, par des nouveautés qui arriveront sur 2025. On ne peut pas vous en montrer aujourd'hui certaines choses, mais vous mettre en perspective des nouveautés Sage sur certains sujets qui sont importants. Et on finira par l'habituelle question-réponse et on essaiera de répondre à l'ensemble de vos questions, en tout cas j'espère, dans le temps imparti. Alors très rapidement, mais parce qu'il est important aussi de préciser un petit peu AppSci-Cyborg, qui est AppSci-Cyborg, avant de rentrer dans le sujet de la version 11 et de Sage FRP 1000. Rappelez que AppSci-Cyborg, c'est le partenaire de Sage, le partenaire, on va dire, le plus important, en tout cas en termes de volume, chiffre d'affaires au niveau France et Europe, avec une distinction toujours importante qui est le Sage Business Partner Diamond. Et surtout aussi pour vous montrer que au-delà des applications Sage et Microsoft par le biais de Business Central, AppSci-Cyborg intègre, conseille et assiste sur un ensemble d'autres applications qui viennent compléter les offres Sage et Microsoft, mais pas que. Vous les voyez ici à l'écran, et aussi des partenariats qu'on noue avec d'autres éditeurs, ou alors ce que vous allez voir, ce que vous pouvez voir en fait sur la partie droite, les éditions Compagnons, qui est la filiale d'AppSci-Cyborg d'édition, qui permet d'offrir d'autres solutions aux offres commercialisées par AppSci-Cyborg. Donc on est en forte croissance, plus de 560 collaborateurs. On rappelle ces chiffres-là, ils sont importants pour permettre à nos 3300 clients abonnés de pouvoir d'un côté les accompagner dans l'intégration, dans l'assistance, et surtout en fait de pouvoir proposer des offres innovantes ou de conseils qui sont importants aujourd'hui. Et je voulais souligner une mission qui était importante, c'était la mission RFE aussi de notre branche conseil qui accompagne certains d'entre vous déjà et d'autres sur la mise en place de cette réforme de la facture électronique. Maintenant que nous avons parlé d'AppSci-Cyborg, on va parler de surtout ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Sage FRP 1000. Sage FRP 1000, c'est comme certains d'entre vous connaissent très très bien l'offre. Elle est enrichie de nouvelles fonctionnalités au cours du temps. Certains d'entre vous connaissent déjà certains éléments parce qu'ils sont passés en version 11, comme le Data Clean et Control. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est voir les interactions d'une part du Data Clean et Control, de l'ensemble des modules qui composent l'offre FRP 1000, et surtout la nouveauté, et on va le dire plusieurs fois dans cette session, qui est Sage Network qui doit arriver et qui arrive, qui est la PDP Sage, qui va vous permettre de répondre à la réforme de la facture électronique. Mais on voit qu'un certain nombre de modules sont déjà totalement interconnectés, font partie de l'offre depuis des années, et d'autres qui viennent compléter, et on le verra à travers la réforme du plan comptable. On a de plus en plus de clients qui basculent sur Sage Fiscalité, qui est l'offre SaaS, qui est en fait intégrée directement avec l'offre FRP 1000. Une fois qu'on se dit quels sont les différents modules, comment en fait ils évoluent, c'est aussi de comprendre que dans l'évolution de cette version,
il y a un élément qui est capital dans l'évolution des versions. Donc, je pense que dans la conférence, nous avons des clients historiques bien plus loin que ce qu'on peut voir ici de la version 7, des versions 6, 50, des versions 5, etc. C'est qu'on a, au fil du temps, des années, complété, ajusté, modifié certains éléments de la version, et certains d'entre vous peuvent être sur une version 8, une version 9 ou une version 10. Le changement majeur, c'est la version 11. Et c'est pour ça qu'on vous en parle et qu'on va changer, en tout cas Sage, sur un point qui était important, c'est comment on accompagne les clients sans réellement refaire, comment dire, mettre à jour ce qu'on appelle une version majeure. Et là, on va parler maintenant de version 11. Mais cette version 11, on a en fait une discussion avec Sage sur lequel on souhaiterait garantir que la version 11 réponde jusqu'à la mise en place de la réforme de la facture électronique. C'est pour ça qu'à partir de la version 11, on ne parlera plus de version 11.5, 10, 20. Il y aura une version 11 qui va accompagner nos clients, vous, pendant des années, et au moins au minimum 3 ans, jusqu'en 2027. Et on va passer par un système qui est nouveau sur la 1000, qui est en fait ce qu'on appelle des releases. Donc on aura 2 releases par an, qu'on appellera Release 1, qui est sorti cette année en mai, Release 1 2024. Et là, au mois de novembre, on a eu la release, au mois de novembre, on a eu la release 2 de 2024. Donc dans les futurs, et forcément, avec la réforme de la facture électronique, les éléments changent parce qu'ils ne sont pas encore ce qu'on appelle cristallisés. Il y a des évolutions. On verra justement par rapport au calendrier que ces évolutions ont un impact sur le produit. Excusez-moi. Et l'impact, c'est quoi? C'est de devoir en fait patcher et modifier du fonctionnel existant pour pouvoir répondre à cette réforme. Donc à partir de la version 11, on parlera de release. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler de R2 2024, qui est la dernière release. Mais on fera aussi un petit focus avec Gwendoline pour reparler un petit peu ce qu'apporte cette version 11 et aussi les releases 1 et les releases 2 pour essayer de voir un petit peu le fonctionnement en fait et l'interaction qu'on va avoir avec cette version 11. Donc n'ayez crainte, cette version, l'avantage, c'est qu'on n'aura plus de mise à jour majeure à opérer dès que vous êtes en version 11. C'est un élément très important qu'on a voulu que Sage, en tout cas, garantisse ces éléments-là pour permettre à nos clients de tous migrer vers la version qui va dire compliance version réforme de la facture électronique. Donc, sur le calendrier R2 qui est disponible depuis le 29 novembre 2024, il y a eu des nouveautés. Mais ces nouveautés, elles ont été accompagnées par déjà la V11. On va parler un petit peu aussi un retour en arrière pour voir un petit peu ce qu'ont donné les choses. Alors tout à fait. Donc depuis la V10, nous avons accès à une toute nouvelle plateforme, donc qui a été complètement repensée par Sage au niveau de son ergonomie. Donc on est sur une plateforme maintenant qui est full web, qui a été totalement repensée pour optimiser vos accès à vos tâches au quotidien, et puis évidemment rendre plus sympathique votre métier au quotidien de comptable. Elle a été modernisée et l'accès aux écrans, vous le verrez tout à l'heure, a été optimisé, et ce qui a permis une prise en main plus facile de vos nouveaux collaborateurs. On a également, évidemment, de la part de Sage, étendu la couverture fonctionnelle avec des nouvelles fonctionnalités qui ont été demandées depuis un certain moment sur le Customer Voice, puisque Sage a à cœur de répondre aux besoins de ses clients. Vous savez que vous avez accès donc à cette boîte à idées sur vos évolutions souhaitées et nouvelles fonctionnalités. De nouveaux tableaux de bord, de nouveaux états, on pourra tout à l'heure les parcourir lors de la démonstration. Deuxième partie, Gwendoline. Tout à fait. Deuxième partie, donc un premier pas vers la réforme de la mise en conformité de la réforme de la facture électronique avec cette V10 V11 R1, notamment avec la partie connexion à l'API Sirène. Vous allez pouvoir accéder à un assistant de création de tiers, donc soit depuis une raison sociale, un code postal, vous allez avoir une certaine sélection de critères qui vous permettent d'accéder à la base des entreprises inscrites sur l'API Sirène, sur la base Sirène, mais également depuis le Sirène directement dans la fiche tiers, vous le verrez tout à l'heure. Un certain nombre de contrôles sur votre data, en lien avec la réforme de la facture électronique, notamment sur vos tiers qui ne sont à ce jour pas conformes,
qui ne pourront pas demain émettre des flux si certaines informations ne sont pas renseignées, comme justement le numéro intracom, le numéro de sirène, les établissements, etc. Tout ce qui va pouvoir adresser les flux. Et puis évidemment, au-delà du tiers, il va y avoir d'autres datas à contrôler, à valider, notamment la numérotation par exemple, de la facture a été revue par la DGFiP, on sera sur 20 caractères maximum. Donc le data clean and control est là pour justement valider l'ensemble de ces datas qui sont sur vos bases de données actuelles. Des évolutions également prévues, ça on reviendra dessus tout à l'heure, hein, sur ce module Data Clean and Control, notamment l'intégration automatique du rapprochement de commandes avec vos factures fournisseurs qui viennent depuis le portail de Sage. Alors, il faut préciser que le Data Clean and Control est un module complémentaire à la version 11, donc qui apporte vraiment, on va dire, une mise à jour des datas, un contrôle des datas, et c'est, on va dire, le prérequis de la RFE. On va dire que pour ceux qui connaissent un petit peu la RFE et le PPF, ce qu'on appelle l'annuaire, est de pouvoir vraiment garantir la traçabilité, le flux, l'exécution des flux. Donc c'est vraiment l'outil aujourd'hui qui est mis à disposition dans FRP 1000 pour pouvoir répondre à ces problématiques-là. Alors d'autres nouveautés, mais les vraies, on va dire les vraies, Gwendoline, les nouveautés de la R2, donc c'est vraiment le patch qui est sorti, on va dire, là au mois de novembre. Alors le patch, une release, alors R2 c'est Release 2 2024, c'est le nom, on va dire, aujourd'hui de code au niveau de la R&D, en tout cas sur laquelle on va communiquer, sur lequel on apporte encore des améliorations. Alors moi je vais prendre la main sur ce point-là parce que c'est un point, alors je sais que dans cette conférence, on a des clients qui sont V11, qui sont déjà passés en R1. On va dire on va ici indiquer qu'on a travaillé, que Sage a travaillé sur des améliorations du lettrage. Alors il faut savoir qu'avec la réforme de la facture électronique, la façon de lettrer, d'historiser les pièces, de créer les pièces dans la comptabilité devient un élément capital. Pourquoi? Parce qu'on va parler de e-reporting au moment venu de la RFE, et dans ce e-reporting amène des contraintes. Et donc, la version Release 1 et Release 2, on est en train de modifier, on va dire, la façon de faire pour que derrière, on va dire derrière dans l'exécution de ce e-reporting, on ait toute la traçabilité des éléments. C'est pour ça qu'on va souvent parler d'optimisation, de travail de fond sur la partie évolution du lettrage, tout ça dans un but précis qui est la RFE. On ne pourra plus lettrer comme on voulait ou de la façon dont on voulait avant. Pourquoi? Parce qu'on doit avoir une piste d'audit du lettrage, parce que des informations obligatoires vont devoir être transmises au portail public de facturation par le biais de ce qu'on appelle le e-reporting, qui est le statut des règlements. Et ce statut des règlements va, dans des cas un peu particuliers, par exemple un impayé, en fait une facture d'avoir, on doit pouvoir tracer le flux pour pouvoir le transmettre à l'administration fiscale. C'est pour ça qu'on verra souvent, en tout cas dans les releases, il y a un travail qui est de fond, qui est important, d'optimisation de lettrage. Donc ça, c'est le point qui est en fait important sur cette R2. Mais on a été au-delà parce que c'est aussi des besoins et des éléments, on va dire, au-delà de la performance, parce qu'il y a un enjeu aujourd'hui, étant donné qu'on va devoir détailler de plus en plus le mouvement comptable, le flux comptable devra être plus détaillé pour pouvoir poursuivre, on va dire, un chemin et un parcours au niveau du e-reporting. On va mettre en place des systèmes, des patchs, et on parle de release, donc l'obligation de figer des situations, en tout cas de mettre à disposition des patchs par rapport aux évolutions des directives qu'on va recevoir, des spécifications techniques de la RFE. Donc là aussi, il y a eu un travail qui a aidé en tout cas les partenaires, donc AppSyBorg, pour le déploiement des solutions, qui est en fait une meilleure gestion des patchs et de pouvoir aussi figer des situations lorsque vous y étiez en pré-prod ou prod ou avec des serveurs de recettes, de pouvoir avoir vraiment un instant T les patchs d'une période. Alors, on parle de release, mais tous les mois, il y aura des patchs qui vont soit corriger, soit amender, soit ajouter une partie du fonctionnel. Je vous le dis déjà de suite, c'est que la R2 apporte quelque chose du fonctionnel, mais aussi à partir de janvier, on aura encore un patch. Et ce patch, ça va nous permettre de nous connecter, on va dire, aux prémices de la facture électronique via la PDP, aux prémices de l'annuaire. Donc, on va avoir des évolutions et dès que des éléments seront disponibles, on va pouvoir interagir. L'autre point qui est important, et c'est la remontée qu'on avait des clients, c'est du monitoring et des alertes. On est plus justement dans un traitement de flux, de services,
d'exécution de tâches. Donc, c'est-à-dire qu'on envoie et on reçoit des flux de plus en plus, soit par API, soit par des imports, des FTP, que sais-je, beaucoup d'éléments. On doit monitorer en fait les ressources et le serveur et la capacité en fait que ces actions aboutissent. Et là, c'est un élément important, c'est qu'on travaille aussi avec Sage pour nous mettre à disposition certains éléments directement dans FRP1000. L'autre point, mais qui est toujours important, parce qu'on parle souvent de mise à jour, on vous entend aussi en tant que client que dire une mise à jour a des éléments où on a fait une personnalisation d'écran, où on doit en fait la refaire suivant une version. Donc là, l'idée, c'est que lorsqu'on est en version 11, s'il y a une modification d'un écran pour voir s'il y a une amélioration dans le nouvel écran proposé, soit par un patch, par une release, d'avoir des identifications de correctifs bien plus importants, ou en tout cas bien plus rapides pour pouvoir en fait les amender. Alors l'autre point qui était important, mais alors je parle souvent parce que je suis un peu le fan chez AppSyBoard de Sage Fiscalité, c'est qu'on a aussi changé les API. Donc je rappelle que Sage Fiscalité, c'est pour l'alias fiscal, c'est en mode SaaS, mais on a la possibilité de directement depuis Sage FRP1000 d'envoyer les données vers la fiscalité. Et là, en fait, l'API a été aussi changée dans la R2 pour permettre d'historiser des données sociétés par exercice pour pouvoir renvoyer des informations sur la fiscalité. Et de là, en fait, ça nous permet aussi de maintenir un référentiel à jour, et c'est des évolutions aussi importantes. Alors, je ne vais pas rentrer sur d'autres éléments qui sont sortis dans les patchs, dans les releases depuis la sortie de la version 11. On va le voir à travers en fait une petite démonstration de Gwendoline tout de suite après. Mais on va, par rapport à cette release 2, il y a une autre nouveauté, il y a un sujet qui est important pour les comptables, pour les chefs comptables, la direction financière, qui est en fait la modernisation des états financiers. Et là, on va voir comment on peut vous accompagner à travers du logiciel, mais aussi à travers en fait des actions que vous allez devoir mener pour le changement du plan comptable. Pour ceux qui ne sont pas encore au courant, c'est que au 1er janvier 2025, pour tout exercice ouvert, à partir du 1er janvier 2025, vous allez devoir créer, supprimer, modifier certains comptes qui n'existent plus ou qui ont été amendés, qui sont soit obligatoires, soit facultatifs, et qui redéfinissent un petit peu les états financiers qu'on connaît depuis des années, et qui redéfinit aussi la façon de calculer le résultat exceptionnel. Donc ça veut dire quoi? Certains comptes vont disparaître, d'autres vont apparaître. On prend souvent l'exemple, parce qu'il était beaucoup utilisé, de supprimer la technique du transfert de charge. Donc si je vous dis 791, le compte 791, tout le monde, normalement comptable, doit le connaître, il n'existe plus. Donc il y a une nouvelle façon de comptabiliser, il y a une nouvelle façon de traiter certains éléments du résultat exceptionnel, qui donne lieu à une simplification des états financiers. Alors tout ceci est dans une logique européenne et internationale de simplifier certains états. Et qui dit simplifier des états dit que si les comptes changent, les rubriques et les fourchettes de comptes changent, et donc votre liasse fiscale va changer. Donc tout exercice ouvert à partir du 1er janvier 2025, vous devriez en fait avoir ce nouveau plan comptable. Alors, on n'est pas obligé de le faire dès le 1er janvier parce qu'on a encore une clôture à opérer au 31/12/2024, mais on va devoir en fait s'y préparer. Et dans cette préparation, ce qu'on a prévu, c'est ce que vous devez déjà prévoir, et nous, ce qu'on a prévu, c'est de voir les impacts des comptes. Mais quand on dit modifier un compte, c'est peut-être des schémas de comptables dans l'applicatif FRP1000. C'est aussi peut-être des comptes qui n'existeront plus dans votre reporting, dans la façon dont vous aviez vos états, peu importe l'outil. C'est-à-dire qu'on annule un compte, il n'existera plus sur l'année 2025. Comment on le compare à l'année 2021? Il y a une modification des comptes de bilan. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que si j'ai un mouvement du compte de bilan au 31/12/2024 et que ce compte doit disparaître, je vais devoir passer une OD, fermer le compte, ouvrir un nouveau compte. Donc, il y a besoin de comprendre et d'analyser l'ensemble des flux entrants, sortants, les saisies, les interfaces, le reporting, pour savoir comment je remets à jour ma base du plan comptable, donc qui a un impact important. Donc, ce plan comptable, on va avoir, une fois qu'on s'est préparé chez vous, dans vos différents plans comptables, on va savoir ce qu'il y a à modifier. Et lorsqu'on va exécuter la clôture du 31/12/2024, on va pouvoir lancer des opérations. Et à partir de ces opérations, donc on vous sensibilise à ce sujet-là, mais on a prévu quelques éléments dans FRP1000. Ces éléments, Gwendoline vous les présentera après directement dans le produit. C'est quoi? C'est un assistant de modernisation des états financiers dans FRP1000. Donc, on va avoir la possibilité
d'intégrer automatiquement les nouveaux comptes obligatoires ou facultatifs. Donc Sage a prépackagé les nouveaux comptes. Ces comptes, après, ils ont une longueur de 8 ou 10 caractères, c'est vous qui décidez de la longueur. Mais on va dire qu'il y a la racine qui doit être en fait inscrite au nouveau plan comptable. Si le 791 n'existe pas, il me faut un nouveau compte ou des comptes. Donc il y a une identification des comptes aussi qui nécessite un ajustement, des comptes supprimés ou de nouvelles destinations. On va devoir désactiver les comptes de bilan par rapport au report à nouveau pour savoir si on les traite, désactiver les anciens comptes. Et ici, on aura un assistant et des assistants, on va dire des éléments qui vont nous permettre de nous assister sur FRP 1000. Il y en a d'autres que vous allez devoir créer manuellement aussi si en fait on n'est pas dans une codification standardisée du plan comptable où on va dire, vous allez au-delà de la racine et vous voulez en fait avoir une structure un peu avec une granularité un peu plus fine. L'autre élément, c'est aussi des schémas comptables. Donc, ce qu'on a vu avec Sage, c'est que pour tous les schémas de comptabilisation, surtout des immobilisations, parce qu'il y a un impact des comptes d'immobilisation. Donc, on a un outil qui va mettre à jour automatiquement tous les schémas de comptabilisation lorsque vous avez le module d'immobilisation, bien sûr. L'autre point qui est important, alors je parle souvent de Sage Fiscalité, mais c'est aussi un élément important, c'est comment je reçois les nouvelles plaquettes, les nouveaux états, comment je compare ma présentation de mes comptes d'une année sur l'autre alors que les comptes ont changé. Ça, c'est des évolutions qu'on attend post transmission de l'ADIAS en 2025 pour l'exercice 2024 et vous aurez la possibilité dans l'outil Sage Fiscalité d'avoir une vision ancien plan comptable, nouveau plan comptable et de pouvoir avoir ces nouveaux états. Donc on attend la finalisation, il y a encore des éléments qui sont en cours de traitement, mais vous l'aurez. Concernant ceux qui ont encore, on va dire, la version Sage ECF, états comptables et fiscaux de Sage, cette mise à jour, elle ne sera opérée que à la fin, on va dire que pour l'exercice 2026. C'est-à-dire qu'on aura un décalage entre Sage Fiscalité. En fait, le pourquoi aussi, c'est que Sage Fiscalité est en mode SaaS, les ECF sont en mode on-premise, donc une installation chez vous. Donc tout ça, il y a un travail et ça sera mis à jour en fait en fin d'année 2025, pour la transmission des données en 2026. Donc là, ces éléments, c'est des éléments qui vont me permettre. Ce qu'on va faire là, c'est, je vais demander à Gwendoline de nous préparer une petite démonstration, de refaire un tour de piste de l'ergonomie du produit, de ce qu'on s'est dit là sur la version 11, et de faire un petit focus sur la partie assistant ANC. Gwendoline, c'est bon pour toi? Oui. Tu reprends la main? Alors, ouais, il faut juste qu'on donne le partage. Alors, je vais essayer de ne pas aller trop vite pour éviter les décalages. N'hésite pas, hein, Victor, si je suis dans décalage. Alors, donc ce que vous voyez ici, c'est la toute nouvelle ergonomie donc, de Sage FRP 1000, qui est déjà disponible depuis la V10. Donc, une application full web, comme je l'ai précisé tout à l'heure, où vous allez avoir accès donc à une nouvelle présentation, organisation de vos menus et surtout d'accès à vos écrans. Alors, je vais faire un petit tour rapide de la barre en haut et puis à la verticale également. Et puis après, je reviendrai sur ces fameux tableaux d'activité que vous voyez au centre. Donc, vous avez déjà accès à une nouvelle aide en ligne interactive. Donc là, c'est vraiment le mot d'ordre dans cette nouvelle ergonomie. C'est l'interactivité. On va pouvoir, par des mots-clés, par des liens, remonter jusqu'au niveau les plus fins. Donc là, ici, vous tapez le mot-clé compte, vous allez avoir accès donc à l'ensemble des articles mis à disposition par Sage, et puis bien sûr, vous pouvez toujours cliquer sur le lien vers l'aide en ligne et accéder à l'ensemble des articles, mais également vous pouvez suivre les dernières nouveautés. D'ailleurs, on voit qu'ils sont à jour, hein, le 29 novembre. Vous avez ici la liste des nouvelles fonctionnalités et des évolutions sur la R2. Vous avez également plus bas la R1, etc. Et puis, vous avez une petite icône. Je voulais juste arriver sur l'icône Customer Voice. Hein. J'insiste sur ce Customer Voice, parce qu'il est très important pour vous et pour nous. Ça nous permet d'appuyer nos demandes. Voilà ici, par exemple, la grille analytique. Donc ça, c'est une demande Customer Voice qui a été développé par Sage. Donc ce Customer Voice nous permet d'appuyer vos demandes lors des réunions R&D avec Sage. Je vais me remettre en plein écran. Il faut que tu cliques doucement parce que l'affichage est plus lent. Tout à fait, j'essaye de me discipliner là-dessus. Ici, donc le fameux Customer Voice, hein. Vous avez accès via la petite ampoule. Donc ça, sur l'ancienne version aussi, vous y avez accès. Donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet.
Ce qu'il y a d'intéressant dans cette nouvelle ergonomie, c'est surtout le centre de notification où vous allez pouvoir planifier des tâches. Bon, là, ici, sur mon profil, je n'en ai pas, mais vous avez aussi à disposition un calendrier. Je vais me remettre en plein écran, ce sera toujours plus sympa. Ici, vous avez en fait un calendrier où vous allez pouvoir suivre vos tâches planifiées, mais également les retrouver dans le centre de notification. Ce qui est intéressant dans ce centre de notification, c'est que vous allez pouvoir lancer des traitements, ils vont agir en tâche de fond, donc vous allez pouvoir passer à un autre traitement. Donc ils ont optimisé cette ergonomie web, et puis accéder évidemment à vos résultats de vos traitements. Si vous faites un export, vous pouvez accéder directement à l'export ici. Une recherche étendue. Alors, c'est un peu le moteur de recherche de SageMail, le Google de SageMail, où vous allez pouvoir taper encore une fois un mot-clé et faire vos recherches sur l'ensemble de la base de données de SageFRP1000. Alors là, je tape par exemple Bureau Ouest, donc c'est un tiers paramétré dans SageMail. Vous avez accès à tous les objets que la recherche étendue retrouve, et puis vous allez bien sûr pouvoir les organiser par domaine. Ici, si je clique sur le tiers, j'ai accès à mes données clients, mes données fournisseurs. Si je veux regarder les pièces comptables, je peux aussi accéder directement depuis cet écran au détail de ma pièce. Je peux remonter jusqu'au niveau le plus fin, donc toujours ma pièce comptable. Si vous avez Sage dématérialisation, évidemment, vous pourrez aussi cliquer sur le lien pour ouvrir l'image de la facture. On peut également voir les soldes de votre tiers, etc. Donc on a un certain nombre de fonctionnalités depuis cette recherche étendue. Vous pouvez même taper balance, et puis si vous voulez accéder à votre écran de balance, il va vous sortir toutes les balances mises à disposition dans l'application. Un numéro de pièce, un numéro de facture, peu importe, il va rechercher le mot-clé. Ici, vous allez avoir accès donc à toutes vos sociétés, donc un nouveau sélecteur de sociétés qui fonctionne également par mots-clés, puisqu'on a peut-être des clients ici présents qui ont un certain nombre de sociétés et l'ancien sélecteur était un peu long pour retrouver, c'était un peu fastidieux pour retrouver ces sociétés. Ici, il suffit juste de cliquer sur un élément du code société, vous le retrouvez très, très facilement. Vous avez également ici accès en direct à toutes les familles de vos sociétés. Famille société, vous pouvez aussi créer vos propres familles. Ici, je ne reviens pas dessus, c'est la liste des modules, évidemment, qui devient de moins en moins nécessaire, ainsi que les menus associés aux modules, qui sont assez riches, assez enrichis, vous le savez. Et c'est pour ça que Sage a mis à disposition donc les fameux tableaux d'activité. Donc, ce que vous voyez au centre, ce sont ces fameux tableaux d'activité qui vous permettent de naviguer d'un module à un autre, sans avoir à changer de module pour accéder à vos écrans. Donc ici, par exemple, on a le tableau d'activité mis à disposition en standard par Sage, que bien sûr est 100% personnalisable. Chaque utilisateur pourra créer son propre tableau d'activité. Vous pourrez aussi mettre à disposition des tableaux d'activité sur vos nouveaux entrants pour leur faciliter la prise en main de l'outil. Et puis, en fait, on clique dessus. Alors ici, c'est pas du tout ça. Pourquoi j'ai ça là ? Alors, je vais revenir sur mon ancien tableau, ce sera peut-être mieux, plus parlant, voilà. Donc, par exemple, ici, je clique sur comptes généraux et j'accède directement à mon écran, donc des comptes généraux, ma liste de mon plan de compte. Data clean et contrôle. Data clean et contrôle, tout de suite. Voilà, ça évitera les écrans surprises. Alors, ici, vous avez accès, donc, ce qu'on disait tout à l'heure, à l'assistant de création de tiers via l'API Sirène. Donc, j'ai un assistant ici où je vais pouvoir taper un mot-clé. Donc, par exemple, je tape n'importe quoi, Orange Business, je vais rechercher. Donc, il va aller chercher dans toute la base Sirène toutes les sociétés avec la raison sociale qui contient Orange et Business. On peut aussi filtrer, si vous voyez sur les établissements sièges, ou même exclure les tiers radiés. Alors, c'est intéressant de voir parfois que certains de vos tiers sont radiés, mais encore en mouvement. Donc, on peut à ce moment-là se poser certaines questions. Enfin bref, petite parenthèse. Et puis, il n'y a plus qu'à cliquer sur suivant, sélectionner tous les établissements. Donc, vous voyez ici, il y a 47 établissements sur ce tiers-là. Et puis, vous allez exécuter, l'outil va créer automatiquement votre fiche tiers. Vous n'aurez plus qu'à cliquer sur voir le tiers pour le déclarer en tant que fournisseur et ou client. Vous savez que sur les tiers dans la NIL, nous sommes multi-rôles. Et vous voyez ici, vous avez tous les établissements qui ont été créés en automatique avec toutes les adresses. Et surtout, important, ici, vous voyez que... il ne l'a pas qualifié. D'accord. Bon, alors on va aller voir sur le
sur l'assistant de qualification des tiers pour voir une fiche qui est conforme. Hop, je ne vais pas qualifier sur ma partie. Alors, ici, vous avez aussi un tableau de bord qui va être l'assistant de mise en conformité, qui va vous permettre de voir tous vos tiers qui ne sont pas conformes par rapport à la réforme de la facture électronique. Donc, vous double-cliquez dessus et vous pouvez actualiser. Alors, vous pouvez... Doucement, Gwendoline. oui, je vais doucement. Vous pouvez aussi appliquer une date de mouvement, donc qui ici va en fait filtrer sur uniquement les mouvements, les tiers mouvementés dans votre base, ou vous pouvez aussi faire le travail sur l'ensemble de vos tiers de la base de données. Donc je clique par exemple sur AppSys-Cyborg et on voit ici, voilà, donc c'est ça que je voulais vous montrer tout à l'heure, que la catégorie de facturation électronique est à qualifier. Et vous allez avoir donc accès à cet assistant de qualification de tiers, donc c'est le même assistant que tout à l'heure sur la recherche à l'API Sirène. Donc je clique et je vais exécuter ce qui va me permettre de qualifier mon tiers, si cela fonctionne. Mais pourquoi ça fonctionnerait pas? Je sais pas, écoute. Voilà, il m'a pas qualifié tout à l'heure mon tiers, et là, bon. Alors, bon, ma VM aujourd'hui me fait des misères. Alors, je vais. Donc, l'idée ici, c'est de pouvoir en fait d'avoir un outil qu'on appelle le Data Activity Control qui va contrôler l'ensemble des tiers. Alors, on peut se dire, mais pourquoi je dois le faire aujourd'hui? Il faut savoir que demain, toutes les entreprises assujetties à TVA seront dans un annuaire dans le portail public de facturation. Il faut quand même faire ce travail en amont, et on voit très bien en passant chez des clients, en tout cas lançant le traitement, que des fois on se retrouve avec une fois, deux fois, trois fois, 10 fois le même tiers qui a été créé soit par le fait d'acquisition ou de fusion d'autres sociétés qui en fait est le même tiers, mais comptablement vous avez créé plusieurs comptes, et donc là ça va nous permettre de pouvoir vérifier cet élément-là. Mais reclique en fait sur le data clean et contrôle parce qu'il y a aussi un élément important parce qu'on n'aura pas le temps de rentrer dans tout le détail dans l'assistant de mise en conformité. C'est que au-delà de ça, c'est qu'on parle de tiers. Gwendoline, alors parce qu'on a un décalage d'écran dans l'actualisation, c'est qu'on là on parle de tiers, mais il y aura aussi des codes ADI à mettre sur les taxes, sur les modes de règlement, des éléments. Et c'est-à-dire que là, le data clean va au-delà, c'est-à-dire qu'il va permettre de vérifier que tous les éléments pour la conformité de la réforme de la facture électronique seront en fait mis à jour le jour du passage et bien avant. Donc c'est ça aussi l'intérêt du data clean, c'est d'aller plus loin. Et quand on parle d'API, c'est pour ça que aussi c'est un appel justement pour vérifier que le SIREN, le numéro de TVA Intracom, est conforme et OK, et de là de permettre de les traiter. Donc c'est pas une obligation, on vous conseille fortement de le faire, ça c'est important. Au-delà du data clean et contrôle, Gwendoline, je pense que on va pas rentrer forcément dans toutes les nouveautés, mais c'est aussi l'ANC qui serait, ça serait intéressant de voir ce qui a été prévu. Tout à fait. Du coup, ici, vous avez accès à un assistant, à 3 assistants. Donc, un assistant qui va vous permettre de créer les nouveaux comptes, un assistant qui va vous permettre de désactiver les comptes qui sont à supprimer, et également un assistant qui va vous permettre donc de modifier les comptes sur vos schémas de comptabilisation des immobilisations. Alors, sur les nouveaux comptes, ici, Sage a mis à disposition... Tu allais trop vite pour voir le site. En fait, on a un décalage écran. Voilà. Donc, c'est la page d'assistance. La page d'accueil, tout à fait, qui vous explique le traitement qui va être lancé. Et ici, en fait, vous avez à disposition tous les nouveaux comptes liés à la réforme de l'ANC. Donc après, soit vous cochez toutes les lignes. Alors évidemment, vous devez certainement avoir déjà des comptes qui existent dans votre plan de compte. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez tout cocher. Et puis ici, vous avez aussi la gestion du mode de partage, selon vos partages au niveau de votre PCG. Vous cliquez sur suivant, exécuter, et il va créer automatiquement vos comptes. Donc si on retourne sur les comptes généraux, on pourra le retrouver ici, 151. Voilà, donc ici, les 2 comptes qui ont été créés. Donc là, l'intérêt, c'est que, au lieu de les créer, on va dire manuellement, de savoir est-ce que ce compte, je dois le créer ou pas, c'est que on a un écran qui vous dit, voilà, il y a ces nouveaux comptes. Vous aurez toujours le choix de dire je veux le créer ou je ne veux pas le créer. Donc ça, c'est un élément important. Et d'autres évolutions viendront pour d'autres activités parce qu'on n'a pas forcément encore toute une mise à jour de plan comptable suivant certains secteurs d'activité. Donc là, il y aura aussi un patch pour pouvoir compléter ou ajuster s'il y a besoin par rapport aux modifications qui seraient prévues. Tout à fait.
un deuxième assistant qui vous permet de désactiver vos comptes, avec ici toujours l'explication sur les opérations à mener. Quand vous actualisez, vous allez avoir tout de suite les comptes à désactiver et surtout si il vous reste un solde sur ce compte. D'ailleurs, vous pouvez filtrer sur uniquement les soldés pour tout de suite désactiver et les non soldés pour savoir quels sont les comptes sur lesquels vous allez devoir passer des OD. Puis il suffit de cliquer, hein, comme tout à l'heure, vous faites suivant et exécuter. Alors attends, je me souviens 157, 158 pour aller voir tout à l'heure. Et le compte sera donc désactivé. Alors, on rappelle qu'on ne va pas supprimer le compte s'il y a des mouvements, il est juste désactivé pour garder aussi, forcément, on ne peut pas supprimer un compte qui est mouvementé. C'est une obligation loi antifraude et scellement des données comptables. Donc là, on le désactive, donc il sera plus proposé. Alors faites attention, parce que si vous désactivez des comptes et qu'il y a une interface qui injecte ce compte que vous venez de désactiver, c'est que l'interface sera en erreur. Donc c'est pour ça qu'on insiste beaucoup, surtout dans les imports de mouvements, que certains comptes, faire attention, est-ce qu'on a déjà bien créé le compte, est-ce qu'on a déjà changé l'interface avant de se lancer dans la désactivation des comptes. Donc c'est un élément important. Ce qui est bien aussi, c'est de terminer l'exercice et ensuite de désactiver. Alors qu'est-ce que tu peux nous montrer d'autre, Gwendoline? Sur les nouveautés, je peux continuer sur l'assistant de modification peut-être des schémas comptables. Très bien. Donc toujours cette page d'accueil qui vous explique le traitement. Vous allez pouvoir filtrer sur vos schémas de comptabilisation et d'immobilisation. Sinon, vous pouvez aussi tous les retrouver ici. Donc là, vous pouvez revisualiser donc votre schéma de comptabilisation qui est paramétré, donc avec l'ensemble des mouvements liés. Tu cliques trop vite, je suis désolé parce qu'on a un décalage. Oui, je navigue sur les onglets. Ce qui nous intéressait surtout, c'était l'onglet de session, par exemple, là où le compte change, donc produit de session. Donc ici, vous voyez, c'est le 775, et puis c'est un des comptes qu'il va falloir aller modifier. Donc après, vous sélectionnez, vous pouvez faire en masse sur l'ensemble de vos schémas de comptabilisation ou schéma par schéma, comme vous le souhaitez. Ici, il va réactualiser donc l'ensemble des comptes liés au mouvement, donc du cycle de vie de l'immobilisation. Et par exemple, sur le produit de cession, je vais aller mettre le nouveau compte comptable. Si je l'ai créé, oui, je l'ai créé. Et je vais pouvoir. Donc c'est plus le 775? Ce n'est plus le 775, c'est le 757. Donc c'est ça, hein? C'est ça, Victor. Rassure-moi. Donc le tout, c'est de faire la correspondance ancien compte, nouveau compte. Donc c'est important d'avoir cet assistant. Alors rien ne vous oblige à passer par l'assistant. Donc nous, le but, c'est d'aider en fait à travers l'outil cette modification. Alors quand il y a une société, ça va. Si on a beaucoup de sociétés et qu'on a un partage par société ou par domaine d'activité, on va dire que c'est beaucoup plus long. Donc sur la présentation de nouveautés V11, est-ce qu'on a le lettrage de Oui, remontrer le lettrage parce que c'est important. optimisé qui est Voilà. quand même intéressant, je trouve, c'est vraiment rester sur le lettrage manuel, Oui. où on va avoir vraiment encore là, on va même plus parler de lettrage manuel, on va plutôt dire du pré-lettrage, du semi-automatique, puisque grâce à cet écran, alors déjà, on a un écran central ici avec uniquement les comptes en attente de lettrage, ce qui est déjà une grande avancée par rapport aux anciens lettrages manuels, avec également des codes couleurs pour les soldes qui ne sont pas dans le bon sens. Et puis surtout, voilà, cette notion de débit, crédit, solde, vous allez pouvoir tout de suite aller voir vos comptes, vos tiers qui sont à zéro et que vous allez pouvoir déjà lettrer. Alors, comment il va vous proposer le pré-lettrage? Tout simplement, depuis la stratégie de lettrage que vous allez paramétrer ici, donc moi j'ai choisi le montant, mais ça peut être compte soldé, progressif à zéro. En fait, compte, ce sont toutes les stratégies que vous avez aujourd'hui dans le lettrage automatique. C'est pour ça que j'aime bien parler de lettrage semi-automatique. Vous allez pouvoir aussi gérer vos comptes d'écart au débit crédit pour les écarts en dessous de 1 euro. Ça va les créer en automatique. Et puis ici, vous allez pouvoir accéder à votre compte à lettrer et vous voyez, il vous propose tout de suite un pré-lettrage. Ici, vous avez la lettre. Après, charge à vous de sélectionner, désélectionner. Vous avez le code couleur quand vous êtes en déséquilibre. Et puis, dès que l'équilibre est parfait, vous pouvez tout simplement ici valider les lettres pour valider le lettrage. Vous pouvez toujours lettrer en devise. Vous avez ici l'écart de règlement qui est visible, l'écart de change si vous êtes en lettrage devise. Donc vraiment une belle évolution sur cette partie lettrage manuel qui a été menée par Sedge.
Alors, Gwendoline, je me permets parce qu'on a beaucoup de choses encore à dire Oui. et on Ah, a dommage. d'autres présentations parce que c'est important. Je vais reprendre la main sur la présentation. C'est parfait. Oui, alors au-delà de ça, c'est qu'il y a des nouveautés, on va dire directement intégrées à l'application, mais il y a d'autres points qui sont aussi importants et surtout cette conférence et vous donner un petit peu l'état des lieux de la réforme de la facture électronique, parce qu'on va voir aussi de nouvelles évolutions qu'il y a dans FRP 1000. Euh, Très rapidement, alors je sais que le calendrier, ce que je vous présente ici, est complexe peut-être, ou riche, ou trop riche à retenir. On rappelle, parce qu'on s'aperçoit encore que certains clients, nos clients, ou certaines DSI ou DAF ne sont pas encore au courant de deux dates très importantes, 1er septembre 2026 et 1er septembre 2027, où les grandes entreprises et les assujettis à TVA et les ETI vont devoir recevoir et émettre les factures à partir de cette date-là. Et pour les PME, TPE, même les auto-entrepreneurs, de réceptionner les factures au format qui sont dans le socle de la réforme de la facture électronique au 1er septembre 2026 et devoir émettre les factures au 1er septembre 2027. Ce qui s'est passé, c'est que pourquoi on vous parle toujours de ce calendrier, c'est que on a eu un bouleversement, on a eu un désengagement de l'État. On va dire de l'État par rapport à quoi? C'est que le portail public de facturation devait apporter des services complémentaires, un peu pour certains qui connaissent le portail Chorus Pro, où on pouvait déposer la facture, aller chercher la facture, avoir certaines actions sur ces éléments du portail. Il faut savoir qu'une décision, on va dire pour restriction budgétaire, on va plutôt le dire comme ça, c'était pas en fait une envie, hein, c'est que comment dire, la DGIFP donne pouvoir à ce qu'on appelle au PDP, aux plateformes de dématérialisation partenaires. Vous allez être obligé, donc là on n'a pas le choix, pour toute émission de facture de passer par une PDP. Vous ne pourrez pas, vous en tant qu'entreprise, aller déposer directement votre facture dans le portail public de facturation. Ça va être, en fait, ça a été modifié et donc on se retrouve aujourd'hui que des acteurs du secteur privé vont prendre en charge obligatoirement la récolte des factures et la transmission de ces factures au portail de public de facturation. Par rapport à cette annonce, donc il y a eu un bouleversement. On a travaillé depuis des mois et des années sur des spécifications, le rôle, le travail de l'éditeur SEG, des éditeurs PDP, que savoir comment on allait orchestrer tout ça. Ce qui se passe, c'est que les nouvelles publications de spécifications par rapport à l'abandon de la gratuité du PPF, donc l'obligation de passer par un PDP, on aura les spécifications dans quelques jours, dans 3 jours, normalement, le 15 décembre. On a revu totalement l'ensemble des process. Donc on devra toujours émettre, on devra toujours recevoir, mais on va dire qu'on parlait souvent de cas d'usage, on va devoir savoir comment maintenant on va traiter l'ensemble et les impacts liés à l'abandon du portail public de facturation. Ça, c'est le premier élément. Là où on devait avoir l'annuaire, on promettait l'annuaire en 2024, étant donné que ça a un peu changé, l'annuaire ne sera disponible que pour certaines PDP, c'est un pilote d'une vingtaine, à partir du 15 janvier. C'est pour ça que dans la version FRP 1000, on pensait dans la R2 d'avoir déjà la connexion à l'annuaire. On ne l'a pas dans cette version étant donné qu'il n'est pas disponible, on va dire la IFE en fait ne met pas à disposition l'annuaire, donc il va être en test. Il va être en test pendant une certaine période, pendant on va dire peut-être 2 à 3 mois, on va dire jusqu'au mois de mars, au mois d'avril, on va voir, et ensuite il sera libéré aux autres PDP. Donc c'est-à-dire que dans le pool des PDP qui ont été choisis pour le pilote, certains vont pouvoir faire le contrôle. Et je rappelle que l'annuaire, c'est quoi? C'est ce qui va vous permettre, quand vous, en tant qu'entreprise, si vous émettez une facture, de l'envoyer à votre client et lui, il va aller regarder dans l'annuaire de savoir à quel PDP, en fait, le client final ou le client a souscrit. Et donc, ces échanges-là vont être définis par des spécifications, des tests et une phase de qualification, en fait, qui a aussi été repoussée. Et c'est là où, en fait, on se pose réellement des questions parce qu'il va y avoir, on va dire, vous allez devoir au 1er septembre émettre vos factures, mais c'est-à-dire que ça, c'est la date butoir. C'est-à-dire que les tests, actuellement dans le calendrier, on ne pourra faire les tests de e-reporting seulement à partir du 1er janvier 2026. Donc ça décale les éléments techniques de mise en œuvre,
mais on garde quand même ces dates-là. Donc, il va y avoir une concentration, une concentration des événements sur ces 3 trimestres pour les sociétés qui sont en fait dans l'obligation d'émettre. La réception, c'est acquis, tout le monde doit pouvoir recevoir ces éléments-là. Donc, c'est important de voir que Sage, pendant toute cette période-là et la 1000, FRP 1000, on va attendre qu'on ait les spécifications, que certains éléments de l'annuaire soient disponibles. Donc, on va mettre en œuvre des patchs et des releases pour pouvoir en fait interconnecter l'ensemble des éléments à la PDP qui est celle de Sage, qui est Sage Network, mais une autre PDP. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir des éléments qui vont être évolutifs et on va devoir avoir une version qui va devoir se mettre à jour à des rythmes que c'est, on va dire, qui n'est pas porté par l'éditeur, mais qui est porté en fait par l'administration fiscale. On va résumer ça de cette façon-là. L'autre point, c'est que quelle est la réponse de Sage à la RFE? Vous allez souvent entendre maintenant dans les communications Sage un élément important. Il faut savoir, pour ceux qui ne le savent pas, que Sage Network est la PDP officielle de Sage qui est immatriculée provisoirement, comme toutes les PDP aujourd'hui. Elles ne sont que immatriculées provisoirement et on va dire que c'est plutôt en Q3 2025 qu'on a une certification, on va dire, définitive. Alors pourquoi elles sont encore immatriculées provisoirement? Étant donné que les spécifications et les éléments ne sont pas encore totalement finalisés, il est dur de pouvoir immatriculer une entité, un service, alors que les spécifications ne sont pas ce qu'on appelle cristallisées. Donc on va avoir en fait, mais au-delà de ce Sage Network, alors certains dans la communication parlent d'un Sage Connect. Alors le terme Sage Connect, il est important parce que c'est ce qui, on va dire, c'est la connexion des applications Sage, qu'elles soient 100, 1000, X3, de toutes les Sage 50, Sage Expert Comptable. C'est-à-dire que Sage a créé en fait des passerelles de toutes les applications Sage de pouvoir permettre le flux à Sage Network et c'est Sage Network qui va aller communiquer les flux de e-reporting, e-invoicing au niveau du portail public de facturation. Mais pour se préparer à tout ça, c'est-à-dire qu'on a un calendrier ici, c'est-à-dire que Sage, ce qu'on prévoit, c'est que au premier trimestre, de pouvoir se connecter via Sage Network. C'est des choses qu'on va déjà nous faire en interne chez AppSiciBorg, que vous pourrez faire en test, de se connecter, voir des échanges de factures. Je vais vous expliquer à travers après la présentation qui va suivre de Sage Network. Mais aussi, il y a d'autres échéances. Pourquoi? C'est que savoir le mode de connexion inter-PDP. Je sais que certains d'entre vous ont déjà choisi une autre PDP que celle de Sage Network, mais un client peut choisir 2 PDP, 3, 4. Je vais prendre un exemple parce que me paraît plutôt bien, c'est que si on fait des factures dans Sage 1000 intersociétés, des factures de différentes sociétés du groupe, pourquoi aller les mettre dans l'outil métier ces factures-là? C'est-à-dire que Sage naturellement va pouvoir les échanger avec toutes les sociétés qui seraient gérées dans Sage. Donc c'est un gain. Mais aussi on va pouvoir aussi bénéficier, et là c'est ce qu'on attend, et c'est encore pas décidé parce qu'on comme vous le savez, on n'a pas de gouvernement, on a les ministères qui sont un petit peu aux abonnés absents actuellement, on a besoin de l'autorité PayPal française pour pouvoir faire les interconnexions. Donc vous verrez aussi ces termes-là apparaître. Pour pouvoir interconnecter les PDP, il y a des questions qui se posent, des échanges qui se posent. Donc tout ça, ça va venir avec une connexion vraiment et une évolution de ce qu'on disait tout à l'heure, le DCC, le Data Clean et Control. Il y aura une version 2 qui ne sera plus connectée à l'API Sirène, mais qui sera connecté directement à l'annuaire de l'administration fiscale. Et donc, il va vous permettre de remettre à jour les éléments, le code, ce qu'on appelle routage, etc. Mais je passe parce que c'est vraiment des éléments liés proprement à la réforme de la facture électronique, mais on voit que dans le calendrier de Sage, qui se trouve ici, on va pouvoir en fait évoluer et faire des ajouts, des compléments par rapport au calendrier de la RFE. Donc ça, c'est le point qui est très important. L'autre point, c'est que Sage, et là on a l'engagement de Sage sur ce côté-là, c'est des annonces qui sont faites ou peut-être vous les en avez entendu parler, c'est qu'on aura une PDP gratuite, qui est la PDP Sage, lorsque vous êtes en abonnement en FRP 1000. C'est-à-dire que le coût de l'abonnement aujourd'hui, c'est intégré, c'est-à-dire que l'offre est intégrée. Il y a quand même un plafond, c'est 5000 flux mensuels, qui nous laisse très très large par rapport à la majeure partie des sociétés gérées en FRP 1000, c'est-à-dire qu'on aura une gratuité du PDP. Donc vous n'avez pas besoin de faire une acquisition. Si vous émettez une facture de Sage 1000 que vous devez envoyer au portail public de facturation, c'est compris dans votre abonnement actuel. Et donc ça, c'est important aussi. Mais quand vous allez aussi envoyer un reporting, parce que vous avez fait de la réception de facture, le e-reporting que vous devez envoyer, c'est compris aussi dans les flux.
Donc, au-delà de ça, il y a celles qui nous préparent, en fait, on est en train de voir un catalogue, mais qui ne sont pas encore, c'est pas encore finalisé, mais ils ont vraiment fait des efforts pour que ça coûte le moins possible. En tout cas, déjà avoir une gratuité la plus importante pour montrer que Sage avance et va permettre à ses clients de pouvoir bénéficier de cette offre qu'on appelle, je rappelle, Sage Network et qui va être connectée à l'ensemble des applications Sage. Alors, on aurait voulu aujourd'hui vous montrer un petit peu les différentes fonctionnalités de Sage Network, mais on a essayé de les retranscrire ici pour que vous ayez ici le support. Il faut savoir que AppSciCyborg s'engage dans une démarche de partenariat avec Sage, mais aussi avec des clients et de R&D. Donc nous, on va dire que la partie Sage Network, PDP, lien aux annuaires, on va y participer à partir du 15 janvier. Alors on va dire que tous les partenaires, mais qui sont en fait c'est un groupe, un pool de partenaires qu'on appelle en fait les partenaires, on va dire du top 5 revendeurs Sage FRP 1000, vont participer à une phase de test. Donc là actuellement, depuis une semaine, on est déjà dans la phase de test de la Sage 100. En janvier, on sera sur la 1000 et ensuite on sera sur X3. Mais qu'est-ce qu'apporte le Sage Network dès aujourd'hui, mais aussi pour demain? Mais dès aujourd'hui, vous allez pouvoir, on va dire dès aujourd'hui, dès janvier, février, on va pouvoir en fait avoir un portail qui va permettre à l'ensemble de vos clients, lorsqu'on émet une facture 1000, qu'ils puissent accéder en fait à ces factures. On va l'illustrer par rapport à quelques slides. On a fait des copies de la plateforme Network parce qu'on ne peut pas vous montrer en réel aujourd'hui. On aurait aimé, mais on voulait aussi vous montrer une vidéo, mais on s'est dit que c'était important de le voir en visuel. On va pouvoir envoyer les factures à vos clients par au-delà du portail, mais tant que le PPF n'est pas actif, on va avoir déjà une solution qui permettra de les envoyer par mail, mais aussi d'inviter les clients Sage1000 à les télécharger directement, ou il y a aussi d'avoir un portail Sage. C'est-à-dire que tout l'écosystème de Sage, qu'il soit client Sage ou pas, va pouvoir les télécharger dans le portail, votre portail, on va dire Sage client, l'ensemble des factures. Il va aussi pouvoir voir, et on le verra à travers des exemples, visualiser les statuts des factures. Donc, c'est des éléments importants. Bénéficier aussi de la piste d'audit, voir si le cycle de facture, quand est-ce que vous les avez émises, quand est-ce qu'elle a été payée, si elle a été rejetée. Et on l'aura d'un côté client et d'un autre côté fournisseur. De la même façon, on va pouvoir voir les factures entrantes, voir les lisibles, voir en fait l'historisation des cycles de vie. Et si vous avez le module des achats, d'avoir une comptabilisation automatique. L'autre point qui est important, et là sans surcoût de licence, c'est que ce nouveau Sage Network avec ce portail va permettre à des collaborateurs qui n'avaient pas accès à Sage FRP 1000 de pouvoir bénéficier de licences comprises dans l'application qui accèdent à l'ensemble des factures qui sont en totale autonomie du logiciel. Donc c'est ce que veut apporter Sage dans son écosystème, mais qu'il élargit à l'ensemble des acteurs. Pour vous donner quelques illustrations, et là je vais demander à Gwendoline de nous parler un petit peu plus de ce qu'on va voir et de ce qui est déjà aujourd'hui, on va dire opérationnel, alors pas forcément disponible pour l'ensemble des clients, parce qu'en fait on est encore en phase de test, et on vous le mettra peu à peu à disposition, et on fera d'autres communications et une présentation live de l'application. Alors Gwendoline, on va parler justement de qu'est-ce qu'on va avoir. Alors, tout d'abord, un nouveau tableau d'activité qui sera dédié à l'ensemble des opérations liées à la réforme, enfin aux échanges de flux liés à la réforme de la facture électronique, qui va permettre, depuis ce tableau d'activité, de connecter sa société au Sage Network. Si tu veux passer sur la slide d'après. Non. Non, tu veux pas? Voilà. Donc la première étape, bien sûr, c'est l'inscription de la société tenue dans Sage FRP 1000 sur la plateforme Sage Network, ce qui va permettre après, ensuite, de faire ces fameux échanges de flux. Alors je me permets d'intervenir, c'est que dans ce slide qu'on a pris, il y a encore des éléments techniques de validation. Ça, c'est important de le dire. Il y a une phase de test, il y a aussi de responsabilité. Toute société connectée à Network, ça veut dire que vous allez devoir désigner quelqu'un, une personne ou un administrateur pour dire quelle société je connecte et quels sont ses identifiants. Donc là, ça sera, pour ceux qui connaissent aussi d'autres produits Sage, c'est le Sage ID. On va avoir une interconnexion avec le portail de Sage. L'autre partie? Donc ce fameux portail qui vous permettra de piloter les flux clients et fournisseurs. Depuis ce portail, en effet, on pourra également, vous pourrez inviter vos clients donc à rejoindre le portail, inviter également vos fournisseurs et piloter l'ensemble de vos flux. Sur l'exemple d'après,
On a un exemple? On a un exemple sur les flux clients. Donc, on a la liste des clients inscrits sur le portail avec une messagerie interne au portail, les contacts principaux à qui on va adresser les factures, enfin le flux. Et puis, vous avez au-delà des échanges de flux, vous allez pouvoir aussi avoir un solde du compte, les montants en retard, les factures en cours. En retard, on a un vrai pilotage de ces créances clients qui, au final, sont un peu natives grâce à cette réforme de la facture électronique et cycle de vie des factures. Donc là, ce qu'on se dit, c'est qu'on a un portail directement interconnecté à la MIL qui permettra de voir l'ensemble des flux, on va dire ce qu'on appelle PDP, donc de Sage Network. Et là, vous aurez le tableau de bord global. Ensuite, Côté fournisseur, c'est également ici qu'on va pouvoir vérifier, valider ces factures fournisseurs mis à disposition par ces fournisseurs avec un lien dynamique vers la facture. Donc, vous allez pouvoir avoir accès à l'image de la facture, on va le voir juste après. Et puis surtout, intéressant, le cycle de vie qu'on va pouvoir suivre au fur et à mesure des étapes de la vie de la facture. On pourra donc cliquer sur le lien et ici donc prendre en charge la facture, approuver la facture pour l'intégrer ensuite dans la MIL, on le verra juste après. Un aperçu, donc le lisible de la facture, très important. On pourra toujours bien sûr voir les factures. C'est pas parce qu'on est sur du flux dématérialisé qui est un sujet, on pourra toujours avoir un lisible de sa facture. Et puis bien sûr, donc on l'a dit tout à l'heure, la piste d'audit, l'historisation du cycle de vie de la facture. On a un certain nombre de cycles de vie obligatoires et optionnels qu'on pourra suivre ici directement dans sa facture fournisseur. Alors c'est un élément important parce que on va dire qu'il y a la LME ou justement le paiement de la facture, on n'aura plus la possibilité, un client ne pourra pas dire ou un fournisseur en disant même vous ne pourrez plus dire j'ai pas reçu la facture. Si elle a été envoyée à une PDP, si elle est dans le portail public de facturation, vous saurez quand est-ce qu'elle a été déposée. Donc c'est-à-dire qu'il y a une traçabilité des deux parties totale parce qu'on sait quand est-ce qu'une société a fait l'action pour l'autre. Donc en fait c'est tracé, c'est visible, c'est traité et c'est historisé dans nos outils. Le tableau de bord. Tout à fait. Donc ici, là, on revient dans Sage FRP 1000. Donc vous aurez à disposition un tableau de bord qui vous permettra de centraliser l'ensemble de la réception de vos factures qui ont été traitées au préalable dans le portail. Et c'est là où aussi vous allez pouvoir suivre les différents statuts que vous voyez en haut et surtout aller les approuver et faire du rapprochement de commandes si vous avez émis bien sûr un bon de commande depuis les processus opérationnels, donc le module des achats de Sage FRP 1000. Cette notion de lisible est toujours présente également depuis ce tableau de bord. Vous avez après évidemment une liste, comme toutes les interrogations, consultations dans Sage FRP 1000, vous aurez une liste qui récapitulera l'ensemble des factures réceptionnées et son statut importé, pris en charge, comptabilisé dans Sage 1000. Côté client, pour l'émission de la facture, donc depuis le module de vente de Sage FRP 1000, vous allez pouvoir, comme aujourd'hui, créer votre commande de vente, générer la facture et la valider. Et au moment de la validation, plusieurs choses vont se générer, donc toujours le PDF et le format dématérialisé, donc l'UBL, qui sera transmis sur le portail client. En fait, voilà, c'est que ce format UBL, c'est ce qui va permettre de faire le e-invoicing et qui va permettre à Sage Network de prendre, connecté à la MIL, de l'envoyer directement au portail public de facturation. Donc voilà, c'est des éléments qui sont déjà existants dans la partie R2 sur ces parties-là. Et c'est des choses qui vont forcément faire évoluer les choses, étant donné qu'on va envoyer vos factures. Gwendoline, on retrouve ici dans le portail. Ce qu'on peut dire, c'est que, alors quand on dit inviter les clients, c'est important. Je vais prendre la main là-dessus. Vas-y. J'ai envie. Vas-y. C'est qu'en fait, on a des clients où vous allez devoir envoyer la facture ou imprimer la facture. Là, ce qu'on a aussi, c'est de la possibilité que envoyer un lien directement de la facture, et c'est-à-dire que de ce portail, ça permet de faire le lien téléchargeable, et c'est ce qui va permettre aussi d'inviter vos clients à aller lire et voir l'ensemble des factures qui seraient mises à disposition dans le portail de Sage Network. Et donc là, c'est aussi intéressant, c'est que c'est aussi des choses qui vont évoluer, qui vont de plus en plus s'interconnecter. Alors, il n'y a aucune obligation que le client reçoive aille sur le portail, il peut le recevoir déjà en pièce jointe, mais c'est-à-dire que de toute façon, là, on invite juste à dire le client, monsieur, voilà, votre facture est là, mais si ce client-là va dans son portail, dans sa PDP, si ce n'est pas une PDP Sage, il verra apparaître sa facture parce qu'elle a été transmise. Donc, c'est des éléments importants.
qui montrent en fait déjà une interaction. Alors tout ceci, on vous le présente ici en slide. La version est sortie il y a 2-3 jours. On refera une présentation, mais en live, du produit au premier trimestre 2025. C'est des choses qui fonctionnent et qu'on va améliorer. Et justement, on a besoin aussi, on sait qu'on a certains de nos clients qui participent au comité de développement pour apporter plus de services et plus en fait d'expérience au niveau que cette réforme soit pas forcément une contrainte, mais aussi des bénéfices et en tirer certains bénéfices par rapport en fait à la mise en place de la RFE. Je regarde, on a débordé un petit peu. J'ai 2 éléments avant qu'on passe aux questions-réponses, si vous me le permettez, parce que c'est aussi voir ce qui. Alors, au-delà des pages qui vont sortir, on vous communiquera les informations de plus en plus. Il y a une nouveauté qui, on voulait vous en parler, mais on vous reprécisera, on vous fera une conférence web. Il y a un nouvel outil de communication bancaire qui doit sortir. Alors, Sage l'a annoncé là sur le mois de décembre. On est encore en phase de test, comme vous le savez, à Psycyborg. C'est pas parce que Sage sort une version ou un produit qu'on se dit qu'on le met sur le marché, on va déjà monter en compétence, vérifier que tous les éléments. Alors, on participe depuis quelques mois au lancement de cette nouvelle communication bancaire qui va s'appeler SFCB, Sage FRPMI Communication Bancaire. Donc, c'est pas celle que vous connaissez aujourd'hui, c'est une nouvelle. Elle est tirée, on va dire, de la brique logicielle de Sage qui était SXA. Pour ceux qui connaissent, mais c'est que le moteur de com qui va être totalement intégré comme ce que vous avez aujourd'hui, ceux qui ne l'ont pas, et qui pourra aller un peu plus loin, au-delà de la signature, etc., des éléments qui, normalement, on va dire, qui seront plus fluides et répondront aussi aux nouvelles normes qui vont sortir ISO d'ici 2025, d'avoir aussi quelques nouveautés comme des éléments d'antifraude. Donc, je suis très attaché à ça parce que c'est des éléments qui posent problème. En tout cas, aujourd'hui, le risque est important de la fraude bancaire. Donc, c'est un nouvel outil qui viendra et on vous communiquera ces éléments très bientôt. Je vais très vite encore. Alors, j'en parle là parce que ça peut être intéressant et on pose la question ici, c'est qu'on va avoir la sortie, pareil. Pardon. Sage vient d'annoncer un partenariat avec la société Ekio. On est en train de travailler sur le sujet. Alors, Ekio, qu'est-ce que c'est? C'est dans le contexte réglementaire que Sage a noué un partenariat. On va dire, c'est la CRD, pardon. On va parler de la taxe carbone, d'avoir des outils, une méthodologie, en fait, des indicateurs. On sait que ça va être lourd, qu'il y a beaucoup d'indicateurs. Et là, à travers des applications et une expertise forte, Sage, la société à Ekio, pour pouvoir proposer à nos clients et à l'ensemble des clients des outils, des éléments pour pouvoir répondre à ces problématiques-là. Et c'est une solution totalement SaaS sur lequel on viendra en fait refaire une conférence web précise sur le sujet. Mais dites-nous déjà si dans le questionnaire qu'on va vous faire tout de suite après, si c'est des choses qui sont déjà en cours chez vous, si c'est des choses qui vont bouger, en sachant que le périmètre, toujours, c'est les plus grandes entreprises. Après ça, on va dire qu'on élargit les ETI, les PME vont devoir être contraintes. Oui, c'est encore une contrainte et en même temps que la réforme de la facture électronique, à ces engagements très importants de conformité. Donc, nouvelle solution pour 2025 et on vous en reparlera. Excusez-moi. Aujourd'hui. Alors, je suis allé un petit peu très très vite. On va passer avant les questions-réponses. Je pense que on doit vous poser quelques questions avant. Donc déjà, merci. Alors, je suis dans une salle où il doit y avoir de la poussière. Merci Victor, merci Gwendoline pour cette présentation. Passons maintenant à la session questions-réponses. Alors, première question, à quoi sert le Data Clean and Control? Je vais laisser répondre Gwendoline. Je demandais qui allait répondre. Alors, le Data Clean and Control, dans un premier temps, évidemment, c'est un module qui est arrivé donc avec la V11 et qui continue d'évoluer. Mais aujourd'hui, la fonction principale, elle va être l'accompagnement dans la mise en conformité de votre data au niveau de la base Sage FRPMI, notamment sur la partie tiers. Et puis, comme l'a dit tout à l'heure, l'a précisé tout à l'heure Victor, sur l'ensemble des éléments aussi qui seront nécessaires aux échanges de flux dans le cadre de la réforme. On l'a vu sur les codes EDI, par exemple, sur les modes de règlement, etc. Le but, c'est de faire le ménage dans vos bases, dans vos data. Une autre question? Deuxième question, quand l'annuaire sera-t-il disponible?
Alors, l'annuaire officiellement, on va dire que comme dans le planning, c'est qu'on va avoir une version normalement, mais qui va être limitée à 20 partenaires PDP à partir du mois de janvier. Et on va voir, on va dire que là, on est au rythme des sorties du produit suivant les évolutions. Mais je vais dire que, on va dire qu'on va forcément, on espère en fin d'année de pouvoir en fait avoir l'ensemble alors fin d'année, milieu d'année prochaine, fin d'année, de pouvoir mettre à disposition et de voir comment on va fonctionner rapidement. Mais ça, on vous tiendra au courant au fin du premier trimestre, début de deuxième trimestre 2025. Prochaine question. La V10 et la V11 sont disponibles qu'en version web? On va dire que la version web, on va dire, c'est ce qu'on pousse le plus. Pourquoi on la pousse et qu'on veut que certains clients qui étaient encore en ce qu'on appelle en client lourd, elle existe toujours en client lourd en version 10 et en version 11, sauf que vous avez certaines fonctionnalités comme les dashboards, les API qui sont en fait les tableaux de bord interconnectés n'existeront pas en fait en client lourd. C'est-à-dire que le Sage Network qu'on vient de voir, la plateforme de suivi, n'existera pas en fait en version lourde. Donc il y a forcément, alors tout le monde n'est pas obligé d'être en version web. On a des clients qui sont sur des mixtes, certains qui préfèrent encore garder la version lourde, on va du le client lourd, et d'autres qui évoluent peu à peu en version web. En tout cas, AppSyBorg, et la volonté aussi de Sage, c'est de créer et de mettre à disposition et de faire en fait une modification de la plateforme pour tourner que sur du mode web, aller vers du mode web. Merci Victor. Prochaine question. Y a-t-il une grande différence entre la version 9.2 et la version 10? On peut répéter la question? Y a-t-il une grande différence entre la V.2 et la V10? Alors, je vais dire qu'on va retrouver allez, 95, 96%, 97% du fonctionnel du corps du produit. Mais il faut savoir déjà une chose, c'est que la version 9, à la fin de l'année, vous avez dû recevoir un recommandé ou un élément pour vous dire qu'elle ne sera plus maintenue par l'éditeur Sage. Donc, c'est-à-dire que toutes les évolutions métiers, produits, vous ne serez pas compatible RFE. Vous ne bénéficierez pas de certains éléments qu'on vient de voir. Donc, ils ne seront pas intégrés. Ce qu'il faut voir, c'est que l'ANC, les modifications du plan comptable, ça, vous allez devoir en version 9, les faire. Tout ce qu'on vient de voir n'existera pas en version 9. Donc, alors Sage a fait quand même l'effort en version 10, version 11 de mettre à disposition les éléments pour changement du plan comptable. Mais la version 9, on va dire que c'est des ajouts, des compléments et surtout une préparation des éléments comptables pour répondre à la réforme et au e-reporting. Sinon, demain, si vous restez toujours en version 9 et qu'au 1er septembre 2026, vous devez faire du e-reporting, il va falloir faire soit du spécifique, faire des exports et essayer de recréer ce qui existe naturellement dans la dernière version. Donc c'est pour ça qu'il est important de mettre à jour régulièrement l'application, mais rien ne nous oblige à le faire, sauf que en fait il faut on va dire essayer de mettre à jour le parc par rapport en fait on va dire plutôt à l'obligation de la mise en place de la RFE. Merci. Prochaine question. Les changements d'ergonomie, le lettrage, etc. sont-ils disponibles dès la version 10? Alors certains éléments, oui, certaines évolutions, oui, et d'autres, on va dire, qui ne sont, on va dire, c'est là où, on va dire, sur la partie Connect Sage Network, là, non, c'est-à-dire non. Mais tout ce qui est évolution, c'est-à-dire que quand on corrige un élément, on essaye dans la version 11 ou le faire évoluer, de le mettre à jour, Sage garantit normalement que les deux dernières versions soient mises à jour. Donc, c'est-à-dire qu'on doit retrouver les éléments de lettrage, etc., qui ont évolué. Donc 10, 11, on n'a pas en fait à s'inquiéter sur cette partie-là de lettrage. Et comme je vous le disais, c'est que l'ANC a été mis à jour en version 10 et en version 11. Merci Victor. Prochaine question, on nous demande, pour passer les factures via Sage Network, faut-il que les factures soient émises à partir d'un module Sage ou les factures peuvent-elles être émises sur un autre outil? Alors, ça, on va dire qu'aujourd'hui, la tarification, le prix que je vous ai donné là, en tout cas, alors je vous ai pas donné de prix déjà, parce que je vous ai dit que la partie Sage Network était garantie sur le prix que vous
payer déjà aujourd'hui, donc c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'on a la gratuité de Sage à ce niveau-là, mais cette gratuité s'offre que dans un environnement de Sage. C'est-à-dire que si mes factures sortent du logiciel de facturation Sage, elles sont émises, c'est gratuit. Par contre, si vous avez des factures d'un autre système qui doivent être véhiculées sur une PDP, donc si vous voudriez les passer sur Sage Network, on est encore en cours, et Sage est encore en cours, de voir est-ce qu'il y a une tarification adaptée, complémentaire, est-ce qu'il y aura un surcoût pour ces éléments-là? Et ça, en fait, on n'a pas encore l'information. Donc, en tout cas, alors, la question, est-ce que ça sera possible? La réponse est oui. Je vais prendre d'autres éléments. Demain, vous allez devoir en fait envoyer un Z de caisse. En fait, c'est quoi? C'est le chiffre d'affaires par jour, anonymisé dans le sens, c'est un cumul. On n'a pas besoin de savoir quels sont les clients qui ont fait la transaction. Par taux de TVA, vous allez devoir envoyer ce Z de caisse. Alors, quand on parle de Z de caisse, faire attention, c'est que si vous faites des factures à des particuliers, mais des factures réellement, mais pas en passant par un système de logiciel de caisse, vous allez devoir envoyer quand même le e-reporting. Donc, si c'est des systèmes qui envoient aussi la partie e-reporting ou la caisse, c'est un flux, et ce flux devra transiter par une PDP pour arriver à l'administration fiscale. Donc, quand on parle de flux, c'est pour ça qu'il est important de dire, il y a des flux qui sont vraiment des factures, d'autres qui sont des regroupements de chiffres d'affaires quand on parle du Z de caisse. Donc, il y a des éléments qui sont propres à Sage. SageMin n'a pas un logiciel de caisse, donc il ne viendra pas. Donc, on est en train de voir encore avec Sage, qu'est-ce qui fera partie de la non-tarification et qu'est-ce qui y aura peut-être un coût supplémentaire à la tarification. Mais ça, c'est encore en cours et dans les discussions. Mais on va dire qu'on attend les spécifications du 15 décembre avec Sage pour voir justement quelles sont les évolutions qu'on doit produire et la difficulté ou pas de pouvoir produire ces éléments. J'espère avoir répondu à la question. Alors, ensuite, on a une question au sujet de la facturation électronique. Est-ce que Sage FRP 1000 dématérialisation est remplacé par Sage Network ou est-ce que SFD existera toujours et sera alimenté par Sage Network? Je vais dire que, alors, je vais répondre. Sage dématérialisation existera toujours. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est il ne faut pas oublier que Sage Network va fonctionner et le portail public de facturation ne concerne que et uniquement que les assujettis à la TVA. Donc les entreprises assujetties à TVA. Donc toutes les autres factures que vous allez recevoir sur lesquelles ce ne sont pas des assujettis à la TVA, vous allez les recevoir quand même. Donc il faudra les traiter. Donc pour les traiter, c'est Sage dématérialisation en entrant qui va permettre de récupérer la facture de tout type pour pouvoir après, oui, transmettre le e-reporting via Sage Network. Donc Sage dématérialisation va fonctionner aussi bien d'un point de vue de l'annuaire en lien avec ce qu'on appelle Sage Network, donc la PDP. Donc les deux vont coexister. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans les échanges de PDP pour le matching, on va dire que l'obligation d'un PDP, c'est de pouvoir retranscrire normalement l'entête et le pied de page d'une facture. À aucun moment les lignes. Et la problématique des lignes, c'est qu'on peut avoir des comptes comptables ou des codes analytiques différents. Donc là, on a besoin d'outils un peu plus poussés, qui sont plutôt Sage dématérialisation, pour pouvoir faire des schémas de comptabilisation qui permettent de pouvoir respecter les règles comptables et analytiques que vous avez mis en place. Donc oui, il restera et il va forcément évoluer aussi au même rythme que la facture électronique. Merci. Prochaine question. Est-ce que l'ancienne communication bancaire pourra être fonctionnelle avec la nouvelle version 11? L'ancienne communication bancaire reste. Même, on va dire qu'on a fait avec Sage. Alors, la nouvelle, c'est vraiment pour remplacer l'ancienne communication bancaire, qui était vieillissante, qui est vieillissante. Mais on va pouvoir, en fait, le faire en douceur. C'est-à-dire que la version 11, on n'a jamais dit que l'ancienne communication bancaire était abandonnée. Vous n'avez jamais reçu de courrier sur ce sujet-là. C'est-à-dire que le but, là, c'est qu'on valide, nous, cette nouvelle communication bancaire. Et on va pouvoir passer en douceur sur la nouvelle, dans le sens, c'est que certaines banques, certains comptes, on pourrait dire, ils sont dans la nouvelle, on laisse encore les anciens comptes sur l'ancienne, et peu à peu, on va pouvoir faire des migrations à façon. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tant qu'on n'a pas un courrier, tant que je vous fais pas un slide en disant arrêt de l'ancienne communication bancaire, soyez rassurés, elle fonctionnera sur la version 11.
Merci Victor. Alors on va prendre encore 3 questions. On a quand même un peu débordé sur le timing. Donc la prochaine, la mise à jour de la base sirène est-elle faite en temps réel? Alors, en temps réel, la base sirène, en fait, on est en train c'est-à-dire que c'est une API qui va aller se connecter et qui va les mettre à jour, en fait, les sociétés, vérifier les sociétés, mettre à jour les sirènes, les établissements, les sirènes, va se connecter en temps réel à ce moment-là. Euh, mais je veux dire que ça, on va dire qu'on est dans un travail de de cleaning de la base. Demain, ça sera pareil avec l'annuaire. On sera en temps réel. Après, le temps réel, quel est le temps réel? Ça veut dire qu'on aurait une société le matin qui serait active et l'après-midi qui serait adresse différente. C'est-à-dire que forcément, est-ce qu'on a besoin après de toutes les informations en temps réel? Je ne pense pas, mais vous pouvez lancer autant de fois que vous souhaitez l'assistant. Ça ne pose aucun problème. Deuxième et avant-dernière question, enfin deuxième non, depuis tout à l'heure, mais la mise à jour du plan comptable se fait en multisociété sur Sage 1000. Alors, la réponse est oui. Alors, on a été très vite et on a un décalage des écrans. C'est toujours difficile de vouloir tout montrer alors qu'on n'a pas beaucoup de temps. C'est qu'on peut le faire par activité, par société, par domaine, en fait, de partage. Donc oui, c'est que si on crée un compte, on peut le créer, si on le souhaite, sur 100% des sociétés. Par contre, si ce compte-là ne correspond pas à une activité, on peut dire juste que ce compte va être créé pour un ensemble de comptes comptables. Je dis n'importe quoi. Bon, ça, c'est Gwendoline, elle me le dit souvent. Par exemple, j'ai un plan comptable SCI. Je voudrais que le compte pour les SCI, ce soit celui-ci et pas un autre. Je pourrais prendre le groupe SCI du plan comptable SCI pour avoir que ce compte-là à ce niveau-là. Si vous avez, alors vous avez vu rapidement, mais vous verrez que le plan de compte qui est proposé par Sage là pour les nouveaux comptes à créer, c'est que les 3 ou 4 premiers caractères. Vous êtes quand même libre de pouvoir le faire après, faire une granularité plus fine. Ou alors de les compléter en automatique, vous n'avez pas besoin de taper les zéros. Si votre plan de comptable est sur 8 caractères, il complétera et justifiera à droite les zéros complémentaires au plan comptable. Mais vous aurez la main de toutes les façons. On peut passer à la dernière question. Dernière question, tout à fait. Alors, pour une migration de la version 9 vers la version 11 en septembre 2025, pourra-t-on utiliser l'aide de la modification du PCG? Attends, j'ai besoin qu'on répète la question. C'est-à-dire qu'on Je, voudrait, il je faut peux pas la oublier répéter si quelque tu chose. préfères. Oui, mais oui, répète-la, s'il te plaît. Pour une migration de la V9 vers la V11 en septembre 2025, pourra-t-on utiliser l'aide de la modification du PCG? Ah oui, oui, bien sûr. Ah oui. Oui, oui. Alors oui, oui, tout à fait. Excusez-moi parce que j'étais en train de penser en fait à moi en 2026. Je lui dis bah disons, c'est que si vous migrez vos plans, vous changez vos plans comptables en 2026, en septembre 2026, ça va être un peu trop tard parce que vous auriez dû déjà les passer, sauf si vous êtes en exercice décalé. C'est aussi ça un élément important, c'est que si votre exercice commence au 1er octobre, vous êtes dans l'obligation. Le premier exercice ouvert 2025, c'est le 1er novembre 2025. C'est seulement à ce moment-là que vous devriez passer au nouveau plan comptable. C'est aussi une subtilité à ce niveau-là. Mais oui, vous pouvez en fait, si vous migrez en fait en septembre, il faut juste se préparer. Mais vous pouvez même faire ce travail-là avant, je veux dire de désactiver certains comptes, mais vous pouvez très bien lancer l'assistant à n'importe quel moment. Il n'y a pas d'obligation de le lancer à une date spécifique. Je crois que c'était la dernière question parce qu'il est tard Tout à fait. et je pense C'était la qu'après dernière peut-être il y a des question. contraintes, d'autres contraintes. Merci à tous pour vos questions et merci Gwendoline et Victor pour vos réponses. Notre webconférence touche à sa fin. Merci beaucoup Gwendoline et Victor pour votre présence aujourd'hui et pour cette présentation. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver les sujets de notre prochaine conférence web directement sur notre site apsiscyborg.com, rubrique événements. Et pour rester informé des actualités de vos solutions et d'Apsiscyborg, vous pouvez nous suivre sur notre page LinkedIn Apsiscyborg. Bonne journée à tous et à bientôt. Merci Merci. beaucoup. Au revoir. Au revoir.